Alors, Philippe de Villiers, vous venez pour parler du livre que vous venez d'écrire et qui s'intitule « Le moment est venu de dire ce que j'ai vu ». C'est un livre qui vient d'être édité chez Albin Michel, qui est un éditeur qui vous a beaucoup édité. C'est votre 20e ouvrage, c'est ça, si j'ai bien compté. Un livre qui a fait l'objet d'une couverture presse étonnante. Le succès, d'ailleurs, est au rendez-vous puisque vous êtes en tête du classement des essais politiques. C'est au bout d'une semaine, à peine une semaine déjà. C'est un livre qui marche très bien. Donc à ce rythme-là, tous les espoirs sont permis. Alors ma première question, c'est de vous dire, et d'ailleurs certains journalistes vous ont posé la question sous une forme ou sous une autre, comment se fait-il que finalement c'est un livre politique avec un P majuscule. Alors vous dites que vous vous êtes retiré de la politique, vous faites un livre politique et ça marche, et les hommes politiques qui sont restés dans la politique et qui font des livres politiques, c'est un échec. Vous, c'est un succès, vous êtes retiré de la politique, eux, ils sont dans la politique, ils font des bouquins et ça marche pas. Je crois pouvoir vous répondre la chose suivante. La parole politique aujourd'hui, au sens des hommes politiques qui ont un mandat, la parole électorale, la parole politique est discréditée, elle est dévaluée, elle est disqualifiée, parce qu'elle est suspecte. Tout simplement parce que le pouvoir a changé de sens. Le pouvoir n'est plus un service, comme il l'était dans la tradition française. Le pouvoir est devenu une consommation, depuis 68. En fait, le supermarché a tout contaminé, y compris la vanité, l'ambition des hommes politiques eux-mêmes, qui font du consumérisme politique. Et du coup, quand on écoute un homme politique, quand les Français écoutent un homme politique ou le regardent, ils se disent, il nous ment. Par exemple, il nous dit, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais il nous ment puisqu'il n'a plus le pouvoir. On le sait bien. Les Français ont compris ça. Ça a mis du temps, mais ils ont compris. Et donc, la parole politique est dévaluée. Mais la parole métapolitique, la métapolitique est à la politique ce que la métaphysique est à la physique. C'est-à-dire qu'on va plus loin que la physique, on va plus loin que la politique, on va aux causes, et non pas aux effets. La parole métapolitique, elle, est entendue, elle est écoutée, elle est sollicitée, et elle est crue. Quand on observe ce qui se passe en France aujourd'hui, c'est assez amusant d'ailleurs. Tous les médiateurs que j'ai rencontrés là depuis une semaine me disent, quand on veut remplir les quotas du CSA, on invite les hommes politiques, on peut pas faire autrement, c'est la règle. Mais quand on veut faire de l'audience, on invite des gens comme vous. Ou on ferait Finkielkraut, Zemmour, etc. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, en fait, ceux qui devraient être en contact avec le réel, les hommes politiques, avec le peuple réel, ne le sont plus. Et les intellectuels qui devraient être dans leur bulle, sont réputés aujourd'hui avoir, eux, le contact avec le réel et avec le peuple réel. C'est, comme on dit au rugby, la mêlée est tournée. Voilà, nous y sommes. Et moi, quand j'ai écrit ce livre, je l'ai écrit en me disant, j'ai été un homme politique, je ne le suis plus, ma parole est libre, je veux écrire pour les dissidents, pour les futurs dissidents, pour les générations de dissidents. C'était ça mon fil. En pensant à la phrase de Solzhenitsyn, les dissidents sont à l'Est, ils vont passer à l'Ouest. Mais j'étais loin d'imaginer qu'au bout d'une semaine, on serait tout près de 100 000. Quoi. C'est l'affolement chez Albin Michel, au bon sens du terme. C'est-à-dire, on réimprime. Qu'est-ce qui se passe ? Je peux pas répondre, mais incontestablement, il y a une soif, il y a une demande. Les gens veulent avoir une explication sur la réponse à la question suivante, mais comment on en est arrivé là ? Et le constat que vous faites est à la fois ce constat que vous faites de la désertion de la politique par les hommes politiques qui doivent faire ce métier et de l'arrivée des intellectuels qui descendent de leur bulle en quelque sorte, à quelque chose d'inquiétant parce que les hommes politiques ne font plus leur métier, et à aussi quelque chose de rassurant parce que finalement on s'aperçoit que les Français sont capables, non seulement sont capables, mais ont envie d'entendre autre chose et sont capables de comprendre autre chose. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que, en quelque sorte, on a un peu gagné une sorte de bataille culturelle ? Moi, je pense qu'on est en train de. Je pense qu'on est en train de gagner la bataille des idées. Oui.
Ça, c'est nouveau quand même. Je dis souvent, c'est incroyable, dans tous les médias où je suis allé, j'ai prononcé la même phrase, qui est la suivante. Ils ont abattu les murs porteurs. J'énonce les murs porteurs. Le caractère sacré de la vie. La filiation comme repère. Vous y êtes sensible, vous, Jean-Marie Le Mennet. La nation comme héritage. La frontière comme ancrage. Le rêve français comme fenêtre sur le monde. Eh bien, il n'y a pas un journaliste, une seule fois, qui m'a repris, par exemple, sur le caractère sacré de la vie. Ce matin, j'ai parlé de Vincent Lambert. Et j'ai dit, l'avortement a été le passeport de toutes les transgressions. C'est quelque chose que énorme. Vous savez, vous. Oui. Normalement, c'est la porte immédiatement. Évidemment. Ou l'anathème. Non. Ça veut dire que les choses ont changé. Ça veut dire que les choses ont changé. Et en fait, alors, un auditeur pourrait dire, mais alors, Philippe de Villiers, alors finalement, vous êtes parti avant, trop tôt. Je suis parti parce que je me suis dit, les gens ne comprennent pas ce que je dis. Et en fait... Mais il y a une question d'ailleurs qui vient d'arriver d'un auditeur qui dit en quoi Philippe de Villiers, votre parole d'homme politique, n'était pas libre à l'époque. Ça rejoint un peu... Alors, elle était tout à fait libre, ma parole, si vous voulez, mais elle n'était pas entendue. Parce que on a toujours tort d'avoir raison trop tôt en politique. En fait, si je résume ma vie politique, je suis entré par effraction, Chirac m'a appelé comme secrétaire d'État à la culture. Je raconte ça, la manière dont ça s'est passé. En fait, il m'a dit tu seras l'ombre portée d'un ministre qui est lui-même une ombre, l'ombre de Jack Lang. Voilà. Bon, donc il m'a dit surtout tu fais rien. Voilà. L'ombre du nombre. Oui, voilà. Et puis après, la rupture, elle a été très rapide. C'est-à-dire que quand je me suis retrouvé avec l'inspecteur Godino, qui m'a donné les cahiers à spirale de l'affaire Urba, je suis monté à la tribune, et là, je me suis retrouvé tout seul. Parce que c'était en fait Urba et Torbis, c'est-à-dire il y avait autant de corruption à droite qu'à gauche. Et là, j'ai compris, donc c'était en 90, quand j'ai écrit La chaîne qui miaule, c'était au bout d'un an, après avoir écrit La lettre ouverte au coupeur de tête. Donc si vous voulez, moi j'ai jamais été aligné, j'ai toujours été décalé. Dès mes premiers actes, dès que j'ai écrit La lettre ouverte, on a dit, ça y est, le Vendéen, le Chouan, etc. Et avec La chaîne qui miaule et le combat contre la corruption, c'était fini. Le lien était coupé. Puis après, il y a eu Maastricht. Ça a été très important, Maastricht. Puisque là, c'est là qu'est né le grand clivage, qui est aujourd'hui le vrai clivage entre le souverainisme et le mondialisme. Et à partir de Maastricht, je n'ai jamais revu la classe politique autrement que dans une polarisation frontale. Et donc, en fait, quand je disais « n'abattez pas les frontières », j'étais le premier à dénoncer le Schengen. J'avais fait une conférence de presse en mars 95. J'étais tout seul à l'époque. Même à l'époque, même Jean-Marie Le Pen était un peu plus flou sur la question, alors qu'il a été un des premiers à dénoncer ce qui se passe aujourd'hui. Nous ne l'oublions pas. C'est-à-dire l'immigration massive. Ça a été le premier à le dire. Voilà. Mais donc la question des frontières, la question de l'islamisation. Quand j'ai écrit Les mosquées de Roissy, par exemple, ça a été un tollé. Et beaucoup de Français que je croisais disaient « Vous exagérez, monsieur Julier. C'est dommage. Vous êtes sympathique, vous êtes courageux, mais vous exagérez. L'islamisation de la France, non. » Et donc, voilà. Je me suis dit, j'ai un refuge tout trouvé, j'ai une œuvre mondialement connue que je vais faire grandir, qui s'appelle Le Puy du Fou. Moi, je suis pas comme Bayrou. Bayrou, il a la vie politique et ses chevaux. Moi, j'ai Le Puy du Fou, donc en fait, la politique était plutôt pour moi une variable d'ajustement. J'ai jamais aimé la politique, en fait. La politique, c'est la haine, c'est la trahison. En politique, la trahison est le prolongement naturel de l'amitié. Et j'en sais quelque chose. Donc en fait, ce qui vous arrive est assez logique et en même temps, c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle pleine d'espoir, c'est-à-dire que cette parole que vous avez eu le courage d'exprimer pendant votre vie politique, alors qu'elle n'était pas entendue, l'est plus tard, parce que il faut du temps au temps, et que l'heure n'était pas venue. C'était pas inutile de l'avoir dit, et maintenant cette parole passe, mais je reviens quand même sur ce que vous venez de nous raconter, avec des émissions récentes auxquelles vous vous êtes livrés, c'est que finalement, la parole passe davantage directement chez les gens qui vous lisent, ou qui vous entendent, ou qui vous voient,
que chez les journalistes qui restent encore imperméables à un certain nombre de questions qu'ils ne veulent pas ou qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et à commencer par l'exemple que vous avez cité sur l'affaire Lambert, par exemple. Oui, alors, je vais vous répondre là-dessus sur la Mediacast. Mais auparavant, je voulais dire, quand je dis ma parole est libre, ça ne veut pas dire qu'avant, elle n'était pas libre. Non. Ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, je peux dire... je peux prendre le temps de dire des choses que je n'avais pas le temps de dire ou qui paraissaient inutiles à l'époque. On va peut-être en parler. Le groupe Bilderberg, la trilatérale, le combat sur l'avortement, etc. Je raconte tout de l'intérieur. Et en fait, je peux raconter la coulisse vue de l'intérieur. À commencer par l'ENA. Moi, j'ai connu la couveuse à crâne d'œuf du politiquement correct. J'ai vu comment on fabriquait un Juppé de droite, un Fabius de gauche, un Fabius de droite, un Juppé de gauche, enfin, les poulets de batterie, etc. Et moi qui étais un poulet de grain et de grand vent. Élevé en plein air, oui. Voilà. Donc, je trouvais ça saisissant, etc. Donc, je raconte tout ça. Ça m'a paru intéressant de raconter comment ils ont démoli les murs porteurs et les poutres maîtresses. Mais, une chose me frappe. Depuis que ce livre est dans le public, je reçois des milliers de lettres. Et parmi ces milliers de lettres, beaucoup d'élus. Et vous savez ce qu'ils me disent? Bravo Philippe, ou bravo monsieur, on vous a lu, c'est incroyable, merci de votre courage, merci de dire la vérité, on savait pas tout ça. Et de toute façon, nous, on peut pas le dire. On peut pas le dire. C'est-à-dire qu'en fait, les élus sont terrés, tapis. Ils sont terrés, tapis où? Au fond de la cage aux phobes. La cage aux phobes, c'est un cube. Ils sont au fond du cube. Phobes, comme islamophobe, xénophobe, europhobe, homophobe. Pour un mot, vous risquez la prison. Parce que autour de la cage aux phobes, il y a qui font les 100 pas, les Vaupos de la bien-pensance, la Mediacast qui a attrapé la fièvre cafeteuse, et Madame Taubira qui tourne en sens inverse. Et on donne des coups de projecteur, il y a les portables qui sont allumés pour saisir un mot de trop, vous voyez, le mot qui vous envoie dans les abysses. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde se tait. C'est-à-dire qu'il y a un périmètre sanitaire avec la judiciarisation des pensées et des arrière-pensées. Et donc, à cause de cette judiciarisation, tout le monde a la trouille. Il y a quelques personnes comme Zemmour qui parlent encore, qui se prennent des procès en cascade. Éric Zemmour, il me racontait l'autre jour, il a je sais pas combien de procès, donc il va finir en tôle. Voilà. Et quand j'ai soumis mon manuscrit à Albin Michel, ils ont donné mon manuscrit à l'avocat qui a pris ligne et qui a dit il y a un procès par page. Donc il faudrait revoir les choses. Et j'ai dit non, moi je publie pas. Ou on revoit rien. Donc si vous voulez, faut voir dans quel climat on est. Et donc c'est pas pour trouver des excuses aux hommes politiques, mais il y a les élites mondialisées, la Mediacast et la classe politique qui sont ensemble et qui défendent, comme les derniers Mohicans, des idées désuètes, des idées aujourd'hui qui ont produit des fruits amers. Parce que quand je dis immigration de masse, avortement de masse, 200 000, en fait c'est un peu plus d'ailleurs. Bon, voilà, on voit bien qu'aujourd'hui, on nous a trompés, on nous a menti, on nous avait dit l'avortement c'est dans les cas exceptionnels de détresse, etc. Et de libertaire, l'avortement est devenu totalitaire. Et c'est pas au président de la Fondation Le Jeune que je vais raconter des choses comme ça. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est une question taboue. Et quand, par exemple, Charlie Hebdo se permet de faire une une sur un enfant trisomique, personne ne dit rien. Parce que la Mediacast et la classe politico-médiatique n'osent rien dire. Alors que c'est du racisme chromosomique, oui, voilà, qui relève de l'eugénisme nazi. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de frustration, alors quand vous prenez la parole, et vous la prenez souvent en ce moment dans les médias, de voir qu'au fond, les journalistes sont
il vous aime bien, il vous aime d'autant plus que vous n'êtes plus une menace immédiate dans la mesure où vous dites que vous êtes retiré de la vie politique, même si vous faites de la métapolitique. Mais est-ce qu'ils n'ont pas tendance à ne retenir au fond que ce qui est amusant, parce que votre livre est drôle, vous avez une plume qui est drôle, c'est bien raconté, il y a des tas d'anecdotes, il y a de la gaudriole, et puis qu'on sait que la vie politique française aussi se nourrit de ça, les Français aiment bien ça, et au moins, c'est vrai, c'est peut-être l'humour qui sauve la politique, mais est-ce que il n'y a pas une frustration à sentir que ça accroche le journaliste, mais qu'en revanche, vous avez du mal il a du mal à venir sur le terrain, parce que le livre est dramatique. Alors, il est à la fois drôle et dramatique, et par facilité ou par paresse ou par malice, ils ne retiennent que l'écume au fond, non ? Oui, mais c'est pas grave parce que on s'en fout, on le vend. Oui. Du moment qu'ils en parlent, le livre, les gens qui écoutent ça se disent qu'est-ce qu'il dit sur Chirac, sur ça, etc. Et la curiosité, c'est pas tout à fait naïf de ma part. Hein. Tous les portraits qui sont là, avec quand même pas mal de révélations, hein, qui sont quand même pas piqués des hannetons, hein, vous avez vu. Hein. Et c'est quand même, ça ramonne dans la cheminée, quoi. Et donc en fait, ce qui compte, c'est que le livre soit lu. Voilà, parce que je répète mon objectif. On commence tout de suite par ça, Jean-Marie Lumet, parce que c'est essentiel. Pourquoi j'ai fait ce livre ? J'ai pas fait ce livre pour remonter sur mon cheval. C'est fini. Bon, le Puy du Fou me comble, je suis heureux. C'est bon, on va pas remettre le couvert. Voilà. Là, les espoirs de beaucoup d'auditeurs sont en train de tomber. Non, mais c'est pas ça. Non, mais je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est former des générations de dissidents. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, au sens de Solzhenitsyn, ce qu'il m'a expliqué à Tambov. On marchait tous les deux et il me dit, vous les Européens, vous êtes au bord du gouffre. Vous allez tomber dans un gouffre profond. Vous vivez une éclipse de l'intelligence. Vous êtes à l'état ultime d'épuisement spirituel. Vous avez la maladie du vide. Et je lui dis, mais alors c'est désespéré ? Il dit non, parce qu'un jour, des petites lucioles sortiront de la grande catacombe, portées par des dissidents. Vous savez, en Union soviétique, il y a eu les premiers dissidents qui sont allés en prison. Ils avaient le samizdat sous la pèlerine, m'a dit. Ça sera pareil chez vous. Et là, je me suis dit, je vais écrire un samizdat. Et quand il y a eu cette phrase, les dissidents sont à l'est, ils vont passer à l'ouest. Je me suis dit, mais c'est quoi les dissidents ? Je lui ai dit, c'est comment un dissident ? Il m'a dit, un dissident, c'est quelqu'un qui est réfractaire, indépendant d'esprit, libre, qui a du discernement, et qui ne cède pas à la médiacaste, et en même temps, qui est capable de franchir le périmètre sanitaire, à ses risques et périls, c'est-à-dire d'aller en prison. C'est-à-dire, on peut envisager une situation dans laquelle non seulement on aura créé des petites sociétés parallèles, des écoles parallèles, des cultures parallèles, j'en reste pas, il appellerait ça des isolats de résistance, à partir du principe qu'une société se sauve non pas par des mises en garde, mais par des réalisations qu'on accroche à contrepente. Mais plus que ça, un jour, peut-être, il faudra passer à l'étape suivante, l'objection de conscience, je paye pas mes impôts parce que j'ai pas envie de payer de ma vie la mort des autres. Voilà, etc. Et donc, c'est ça, entrer en résistance. Et le signal a été donné par la Manif pour tous, en fait. Pour moi, c'est un grand tournant. Les grands tournants de la vie politique que j'ai connus, le premier c'est mai 68 parce que c'est le boboïsme, cet hybride du libertaire libéral avec Giscard qui sera le fils spirituel de Cohn-Bendit. Je suis prêt à développer ça quand vous voulez, mais je le développe dans mon livre. Puis après, le deuxième grand tournant, c'est Maastricht. C'est la fin de la souveraineté et un changement de régime. On passe de la République à l'oligarchie, avec les prétoriens, les banquiers, les commissaires. Puis le troisième événement, à mon avis, c'est les attentats. Parce que les attentats, les Français se disent oh là, ça arrive chez nous, ça y est, ils vont nous égorger. Ils arrivent chez nous. Voilà. Et c'est la guerre. Voilà. Et enfin, évidemment, aujourd'hui, il y a eu. Alors entre-temps, il y a eu la Manif pour tous. Alors la Manif pour tous, pourquoi c'est un événement ? Parce que jamais la droite n'est descendue dans la rue. C'est la gauche qui descend dans la rue. Et la droite qui descend gratuitement,
La droite gratuite, ça c'est un concept, c'est un oxymore ça. Et là, il y a des familles entières qui nous écoutent peut-être, qui sont descendues dans la rue pour la famille. Et je me dis qu'un jour, elles vont descendre pour la famille de famille. C'est-à-dire qu'un jour, on va dire ras-le-bol. On n'a plus peur de rien, parce que c'est la guerre. Voilà. Et aujourd'hui, je veux dire aux Français qui nous écoutent, il y a 2 guerres. Il faut pas sous-estimer l'une par rapport à l'autre. La première guerre, c'est contre l'Amérique. C'est l'américanisation du monde. C'est le traité transatlantique. Et je voudrais raconter la fameuse soirée du 17 mars 2007 à laquelle j'ai assisté sur de la trilatérale. Puis la deuxième guerre, alors parce que le traité transatlantique prépare un marché transatlantique, en fait c'est la fin de l'Europe. L'Europe sera absorbée par les États-Unis. Et l'ALENA, dans un grand truc qui s'appellera la Transocéanie. Peut-être on peut y revenir parce que c'est vraiment très important. Et puis je crois qu'il faut l'expliquer. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est l'islamisation de l'Europe, puisque nous sommes devant une invasion migratoire et ceux qui viennent chez nous sont des envahisseurs envoyés par l'État islamique qui avait promis d'utiliser l'arme démographique et aspirés par nos politiciens qui veulent en fait une migration de remplacement. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce qui est assez fou d'ailleurs, c'est que ça a été annoncé dans les journaux au mois de février. Ils avaient annoncé le chiffre de 500 000 et Madame Merkel annonce qu'elle prévoit d'en accueillir 800. Donc en fait, la prévision et l'annonce qui a été faite par les islamistes, elle s'est réalisée 5 mois plus tard. Oui, mais nos politiciens veulent une société multiculturelle par haine du christianisme, par haine de nos racines. Que Paul Valéry appelait judéo-chrétienne et gréco-latine. Cette haine les pousse à installer l'islam, si vous voulez. Ils veulent construire des mosquées, ils veulent en finir avec la civilisation chrétienne. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et il faut qu'il y ait une voix qui le dise. Or, désolé pour ceux qui ont peur des questions qui touchent, par exemple, le mariage homosexuel, etc. Mais nous sommes devant 2 libéralismes qui se conjuguent. Jean-Marie Le Mennet. Le libéralisme économique et le libéralisme sociétal. Quand je dis, je vais raconter ce que j'ai vu. Voilà ce que j'ai vu. J'ai vu les petits mensonges, les grands menteurs et la haute trahison. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai vu la conjonction formidable et inouïe de ceux qui, par intérêt, suivant les firmes nationales, voulaient abattre les frontières, les États, les souverainetés pour créer un marché planétaire de masse, le marché du désir. Et ceux qui, par idéologie, dans le même temps, voulaient fabriquer un homme nomade, désinstitué, désexué, hermaphrodite, en apesanteur, déraciné. Et tout s'est joué en 68. C'est à partir de mai 68 que les grandes entreprises américaines ont considéré que leur marché était trop étroit, qu'il fallait trouver des nouveaux marchés, des nouveaux clients, des nouveaux appétits, et créer le marché du désir. Et donc, marchandiser toute la vie intime. Et il y a une chose extraordinaire que je raconte. Quand je raconte ça à des chrétiens, ils disent « c'est pas possible, non ». Google, quand j'étais au Parlement européen, je voyais Google, Microsoft, Apple, Disney, Goldman Sachs, etc., et les entreprises françaises financer le LGBT. Lesbiennes, déjà gays, à l'époque. etc. À l'époque. C'était considérable. Et quand vous avez la Gay Pride à San Francisco, vous avez toutes ces grandes entreprises. Et une d'entre elles a résumé le slogan pour les homosexuels. Ils se sont aperçus, Apple, que les homosexuels achetaient 2 fois plus d'ordinateurs que les hétérosexuels. Et donc, les Américains ont dit, les firmes américaines ont dit, on veut plus du patriarcat et du matriarcat, nous on veut des individus seuls. Et donc pour eux, les homosexuels, c'est très important. Et ils traduisent ça à travers ce slogan, double income, no kid. Double revenu, pas d'enfants. Voilà. Et donc, moi je ne comprends pas celles et ceux qui voudraient lutter contre le libéralisme économique
au sens du libre-échangisme qui abat toutes les frontières et toutes les protections, et qui en même temps mettent de côté le libéralisme sociétal, parce que c'est la même chose. C'est les deux faces d'une même médaille. C'est-à-dire exactement. Une face, c'est la face libérale, ça c'est l'économie, et l'autre face c'est la face libertaire. Ça, c'est la société. Et donc, en fait, ce sont les mêmes entreprises, les mêmes entrepreneurs, les entreprises anationales, je dis bien anationales, c'est-à-dire qui n'ont plus aucun lien avec un quelconque territoire, qui, au nom du marché du désir, veulent tout marchandiser. Et Pierre Berger a craché sa valda quand il a dit il n'y a pas de différence entre louer son ventre pour faire un enfant et louer ses bras pour travailler pour travailler en usine. Parce que c'est la même logique. La même logique, il avait raison en ce sens. Ouais. Mais c'est ça qui aujourd'hui va être rejeté. C'est pour ça que je dis cette classe politique elle va connaître le chaos. Voilà. Et donc mais je reviens sur ce que vous disiez sur la Manif pour tous. Je pense que l'une des clés du succès de la Manif pour tous, la raison pour laquelle c'est un moment important que vous citez comme une date importante de l'histoire après celle de 68. C'est non seulement que les gens sont descendus à la rue, mais c'est qu'ils ont compris, et que les jeunes ont compris justement ce que vous venez d'expliquer, à savoir que le libéralisme et le libertarisme sont les deux faces d'une même médaille. Et ça, je pense qu'avant, ça n'était pas compris. Et ils l'ont réalisé sur un exemple très concret, qui est celui du mariage homosexuel et de la vente d'enfants par la gestation pour autrui, avec cette illustration de Pierre Berger. C'est la première fois peut-être qu'une génération, et ce qui donne de l'espoir, c'est que c'est la première fois c'est une génération jeune et très jeune qui a compris ça. Absolument. Et plus rien ne sera comme avant, maintenant, après ce qui s'est passé. Et plus encore peut-être que le nombre. Alors le nombre est toujours important, parce qu'une manifestation il y a pas grand monde, ça compte pas. Encore, ça peut quand même être médiatisé, et qu'une manifestation très nombreuse peut ne pas être médiatisée, comme on l'a vu. Mais je pense que et l'on voit bien à travers les jeunes philosophes ou les jeunes journalistes qui commencent maintenant à croître et à prendre la place des plus anciens, des 68ards qui sont devenus bourgeois et ventripotents. On voit bien que c'est ça qu'ils ont compris. Et ça, je pense que c'est une des clés peut-être de l'espoir de demain. Je voudrais dire que moi j'ai compris ce qui se passait de manière définitive le 17 mars 2007. Ce jour-là, je suis à Bruxelles. C'est un samedi soir et je viens pour pointer parce que on est en pleine campagne présidentielle et je me trouve par hasard à un endroit où je devrais pas être, dans le grand salon d'honneur du Parlement européen. Il y a 400 personnes et ça m'intrigue. Comme je suis un chien des Valences, je me dis tiens, je reste là. J'avais mon badge avec les étoiles de la Madone là. Donc je vais de table en table, je regarde comme si j'étais un des membres. Ils sont tous en nœud papillon. C'est vraiment une grande soirée. Et je vois Henry Kissinger, il y a Brzezinski, il y a beaucoup d'Américains, il y a les gens de Goldman Sachs avec Sutherland, il y a Solana, il y a évidemment Mario Draghi, la Banque centrale, Trichet est là. Il y a Henri de Castres, il y a comment il s'appelle le grand patron, l'ancien patron du CNPF, etc. Donc en fait, il y a des patrons, des grands journalistes, des banquiers, beaucoup d'Américains et évidemment des grands Européens. Et je me dis, mais quel est donc l'affectio societatis de ce grand cénacle? Et puis, à entendre les conversations et les discours, je comprends. Les discours, c'est une cité sans frontières et sans racines. Donc, la gouvernance mondiale. Ils expliquent comment il faut utiliser le réchauffement climatique, sauver la planète, etc. Et puis ensuite, ils expliquent qu'il faut créer un grand marché transatlantique pour tuer l'Europe et tuer les nations. Et à plusieurs reprises, Sutherland, qui est le président de la trilatérale, de section Europe, explique aidez-moi à dissoudre les nations. Et il deviendra ensuite le délégué de l'ONU pour défendre un rapport qui s'appelle la migration de remplacement. C'est-à-dire que, et là, ce soir-là, ils disent tout, quoi. Ils sont entre eux, ils disent tout. Et
il y a un autre groupe qui s'appelle Bilderberg. Alors, la trilatérale, c'est 1973. C'est Jean Monnet, en fait, le fondateur de l'Europe. Donc les chrétiens, il faut qu'ils ouvrent les yeux, parce que Jean Monnet, il a vendu à Schuman la dame, la Madone, mais en réalité, son idée, c'était une Europe maçonnique, mondialiste, et délivrée de tous les attachements vitaux. Et en fait, à Maastricht, on s'est tous trompés, tous. On a dit on veut pas d'un super-État. Mais eux non plus n'en voulaient pas d'un super-État. Donc on s'est trompé parce qu'on a dit on veut pas d'un super-État parce que nous on veut garder la France. Alors les gens disaient ah bah oui mais en face ils nous parlent d'une grande France, d'une plus grande France avec un super-État, une super-puissance, une super-frontière, une super-industrie, une super-agriculture. Et ils disent même les Américains n'ont qu'à bien se tenir. Mensonge absolu. En fait, on a cru qu'ils voulaient un super-État. Ils voulaient pas un super-État. Ils voulaient dissoudre la politique. Ils voulaient l'anéantissement du politique. C'est une tentative inouïe, Maastricht, d'anéantissement du politique. C'est-à-dire faire un magma en fusion, sans gouvernement, sans géographie et sans démocratie. Donc c'était vraiment un espace novateur. Et pourquoi ils voulaient faire ça ? Pour permettre au marché planétaire de s'installer. Parce que le groupe Bilderberg, dont font partie Juppé et Fillon, qui sont allés dîner pour être adoubés, ces grandes entités mondiales, en fait, sont au service des grandes firmes nationales, et elles ont deux buts, c'est anéantir les souverainetés et couper les attachements vitaux, c'est-à-dire fabriquer l'homme nomade, d'où le soutien de la trilatérale du groupe Bilderberg et du Parlement européen, par exemple, à la Conchita Wurst, l'homme transformé en femme, la femme à barbe, c'est la chanteuse, qui a été reçue également à l'ONU. Et l'idée, c'est le LGBT. Il y a 2/3 des députés européens qui sont membres du LGBT, quand même. Bon. Et je raconte dans mon livre comment se fait la corruption à Bruxelles. Parce que pour résister à la corruption à Bruxelles, il faut se lever de bonne heure. Parce que vous avez tous les quarts d'heure une jolie nana qui frappe à la porte. Et qui vient au nom de l'industrie chimique ou des industries gazières ou de l'industrie du tabac, etc. Et alors, c'est une zone grise où la corruption ne dit pas son nom. Il y a des petites récompenses, quoi. Et les gens qui résistent sont peu nombreux. Il y a une chose extraordinaire que je raconte dans mon livre. Il y a un tableau de profil. C'est-à-dire que les lobbyistes, alors il y a 3000 policy managers, ça s'appelle, et puis 30 000 lobbyistes. Vous imaginez, pour quelques centaines de députés. Et donc, leur activité se déploie dans les couloirs. Ils ont le droit de venir jusque dans les bureaux des députés, et ils ont un tableau de profil. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent tout sur le député, tout, y compris ses petites faiblesses, vous voyez. Et donc, si le gars aime le rugby, par exemple, on lui offre évidemment un abonnement. Ouais. Et s'il aime le foot, on l'invite à la Coupe du Monde, etc. Ça commence comme ça, quoi. Puis après, on le tient, évidemment, puisqu'on lui a fait des petits cadeaux. Et après, on fait le chantage. Non, maintenant, tu fermes ta gueule, mon vieux, parce que sinon, on diffuse. Voilà. Et évidemment, ça, c'est des petits cadeaux, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Vous voyez. Et alors, ce système de corruption, il est institutionnel. C'est pas. L'Europe est un être des abysses. Elle ne craint que la lumière. Et comment ça marche, comme dirait l'autre? Eh bien, vous avez une super administration dont les hauts fonctionnaires ont une immunité judiciaire à vie. C'est inouï dans l'histoire de l'humanité. Et les gens qui dirigent la commission sont tous des gens qui ensuite vont aller dans les lobbies. Et les gens des lobbies deviennent commissaires, vous voyez. Ça s'appelle la revolving d'or.
Et pardon, à chaque fois je parle anglais, mais voilà. Et ou le tourniquet. Ça s'appelle les carrières essuie-glace. Voilà comment ils s'appellent ça. C'est-à-dire aller-retour. Alors c'est très simple. Je vais prendre un exemple. Vous êtes commissaire chargé de la législation sur les banques. Vous terminez à la BNP Paribas. Vous voyez. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Voilà. Et vous êtes chargé de la législation sur le tabac, vous terminez dans une grande entreprise, etc. Ou l'inverse. Vous voyez. Et donc ce mouvement poreux est un mouvement de corruption institué. Et tout le monde tient tout le monde. Et c'est pour ça qu'en fait les médias ne vont jamais au Parlement européen parce que c'est même pas la peine. Voilà, tout se passe dans les couloirs. C'est une institution corrompue. Vous voyez. Et la classe politique française est corrompue. Je raconte l'élection présidentielle de 1995. J'espère qu'on va en parler, qu'on aura le temps d'en parler, pour raconter comment moi j'ai hypothéqué ma maison et les autres ils avaient les emplois fictifs et les sous-marins de Karachi. Il y a eu des morts, vous voyez. Et là, j'ai publié mon livre il y a 8 jours. Pour l'instant, personne m'a encore attaqué. Ils sont gênés les mecs, hein. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un effet de sidération? Parce que tout ça, ce que vous dites là, vous le racontez dans le livre, c'est dans le livre avec beaucoup de détails. Mais il y a un effet de sidération. Je pense que les gens, d'abord, il y a des journalistes qui comprennent pas. Ils se disent, c'est trop. Et voilà, vous êtes dans l'outrance. Alors, la vérité, elle est toujours outrancière sous votre plume ou sur vos lèvres. Non, ils peuvent pas supporter autant de vérité concentrée dans un même livre. Est-ce que c'est pas ça, au fond, qui rend presque l'appréhension de ce livre compliqué pour la classe politique et la classe médiatique, qui est moins accessible finalement que les lecteurs, que les auditeurs de Radio Courtoisie, sur laquelle le succès du livre pour les lecteurs, parce que justement ça leur décrypte la réalité. Alors moi ce que je les lecteurs ils comprennent plus vite que les journalistes. Moi ce que je pense c'est que la classe politico-médiatique, elle dit bon, on va traiter tout ça par le déni. Ça n'existe pas, donc on n'en parle pas. On l'invite, mais on lui parle pas des choses qui fâchent. Par contre, les lecteurs, eux, ils se précipitent parce qu'ils vont tout de suite à l'essentiel. Parce qu'en fait, alors pourquoi je raconte la trilatérale 17 mars 2007 ? C'est pas pour le plaisir de faire un scoop. C'est pour bien montrer la mécanique mondialiste. Comment la marchandisation du monde amène les hommes politiques français à être des soumis et des dhimis. Voilà. On parlera peut-être de Poutine. Bon, la grande question qui se pose aujourd'hui à l'Europe. Réfléchissons un instant. On est en 2015, on n'est plus au moment de la chute du mur de Berlin. Il n'y a plus de pacte de Varsovie. Bon, quelle est la grande puissance à venir ? Tout le monde le dit, c'est la Chine, c'est l'Asie, c'est là-bas que ça va se passer. Et donc, est-ce que l'intérêt de l'Europe et de la France, c'est de continuer à écrire son avenir sur le continent américain ? Non. L'intérêt de la France et de l'Europe, c'est de faire l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, c'est-à-dire une Europe confédérale qui intègre la Russie. Pourquoi ? Parce que la Russie, c'est bien industriel, source d'énergie, c'est-à-dire une complémentarité. Elle est en grande partie européenne et surtout, Poutine nous a proposé, il me l'a dit, en tête à tête, il m'a dit, en utilisant le mot que l'interprète avait du mal à traduire, je propose d'être l'interface entre l'Europe et la Chine. On a la chance d'avoir un pays qui se veut ami de la France, dirigé par un chef d'État, le seul chef d'État, aujourd'hui vivant, le seul, bon. C'est-à-dire, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, c'est un visionnaire. Il se trompe pas de priorité, lui. L'État islamique plutôt qu'Assad, etc. Et ce visionnaire, en fait, il nous propose à nous, l'Europe, de faire la grande Europe et de tourner l'Europe vers l'avenir, c'est-à-dire vers l'Asie, et non pas vers l'Amérique. Parce que l'Amérique est une société multiculturelle qui va mourir. Elle meurt d'elle-même, elle meurt sur elle-même, elle meurt par elle-même. Elle meurt des fémènes, elle meurt de l'idéologie du consumérisme, elle meurt d'avoir été la fille difforme des Lumières. Et donc c'est pas l'Amérique l'avenir, on se trompe. Et donc cette soumission à l'Amérique avec l'OTAN
au sens militaire et politique aujourd'hui, et demain l'OTAN économique avec le grand marché transatlantique, mais c'est une erreur de vision énorme. Il faut vraiment que nos politiciens, les Sarkozy et Hollande, Valls, soient des petits politiciens en Playmobil, vous voyez, pour nous conduire dans le mur comme ils nous conduisent dans le mur. Il y a qu'à voir ce qui se passe en Syrie. Mais alors comment ce consumérisme dont nous sommes victimes par notre soumission à l'Amérique maintenant depuis des années, notre alignement sur l'atlantisme depuis des années, comment ce consumérisme-là qui a fait de nous des petits consommateurs asexués, apatrides, désaffiliés, etc., va-t-il se comporter avec la culture islamique qui arrive? Comment ce choc des deux cultures ou anticultures va-t-il se produire? Parce que nous sommes à la fois très influencés par l'Amérique d'une part, et d'autre part, ce qui arrive de l'Orient est très imperméable à cette culture américaine. Alors votre question est effectivement capitale. Moi, ce que je crois, c'est que le laïcisme consumériste, Philippe Muret serait là, il répondrait beaucoup mieux que moi, en disant on va défendre nos caravanes. Le laïcisme consumérisme prépare évidemment une place de choix à l'islamisme. Je dis dans mon livre, les laïcards font le vide et les islamistes le remplissent. Bien sûr. Et la France est un pays, j'attire l'attention des auditeurs là-dessus, mais ils le savent bien, sinon ils n'écouteraient pas Radio Courtoisie. La France est quand même le seul pays au monde où on est interdit de France. C'est-à-dire qu'on nous explique, voilà, il y a la République, c'est quoi? C'est un règlement de copropriété. Liberté, égalité, fraternité, ok, mais c'est quoi la République? Est-ce que c'est les hussards noirs de la République, le roman national? On peut parler de Saint-Louis, un peu? Jeanne d'Arc, de cette France qui a une sédimentation harmonieuse, 2000 ans de sacralité, de savoir-faire diplomatique, etc. Ou est-ce qu'on n'a pas le droit d'en parler? C'est quoi le droit de l'homisme? C'est quoi les droits de l'homme sans héritage? C'est quoi les droits de l'homme où on peut aujourd'hui, c'est le planning familial américain, prélever des yeux d'enfants tout frais dans les corps encore vivants qui sortent de leur mère? C'est ça les droits de l'homme? Et c'est quoi les droits de l'homme quand avec les travailleurs détachés, on a institué un marché du travail low cost pour permettre d'exploiter les travailleurs plus facilement au service des grandes entreprises? Quand il y a la dissociation du capital et du travail, c'est quoi les droits de l'homme? Et donc en fait, on voit bien que la seule solution pour fabriquer des Français demain, c'est de remettre la France dans la France, c'est de franciser la France, c'est-à-dire de donner une chance à ceux qui veulent l'aimer, de pouvoir l'aimer. Et pour pouvoir l'aimer, il faut la faire connaître. Je parle comme le créateur du Puy du Fou. Si on a 2 millions de personnes, nous, au Puy du Fou, c'est parce qu'il y a une soif de France. Il y a une soif d'histoire de France. Être français. J'ai dit ça un jour à Harlem Désir, dans un débat avec Anne Sinclair. Elle dit, alors c'est quoi être français? Et Harlem Désir dit, c'est pratiquer les droits de l'homme. Je dis, tu crois qu'on meurt pour les droits de l'homme? Être français, c'est mourir pour la France. Être capable de mourir pour la France. Mais pour être capable de mourir pour la France, il faut l'aimer, la France. Il faut l'aimer dans ses paysages et dans ses paysages intimes et qui se terminent dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire qu'il faut l'aimer de passion. Et pour l'aimer de passion, il faut qu'à l'école, il faut que dans les familles, on ait le droit de l'aimer. Aujourd'hui, depuis qu'il y a Bernard-Henri Lévy, qui est le grand seigneur de toutes ces féodalités politiques et économiques, on n'a plus le droit de parler de la France. Je vous rappelle son éditorial qui a tout changé avec SOS Racisme, l'éditorial de Globe. Il dit, bien sûr nous sommes cosmopolites, bien sûr nous sommes contre les bignous, le béret, la bourrée, tout ce qui est franchouillard, tout ce qui est patriote. Voilà ce qu'il dit Bernard-Henri Lévy. Et Bernard-Henri Lévy, un jour, François Mitterrand, on était à Florence, il m'a expliqué, il m'a raconté comment ils ont créé SOS Racisme. Il était en confiance, bon,
J'étais un jeune homme politique, petit secrétaire d'État, donc il s'est pas méfié. Et il m'a raconté, on avait besoin d'un lumpenprolétariat substitution, vu qu'on a abandonné les ouvriers à la mondialisation sauvage. Et donc, on est parti de l'étoile jaune, et on a fait la main jaune. Et avec la main jaune, on a décidé de faire du peuple migrant un peuple élu. Et donc, en fait, c'est un détournement de la Shoah par les lobbies immigrés. La petite main jaune des SOS Racisme. En fait, SOS Racisme aime tellement les racistes qu'ils s'efforcent d'en faire davantage de peur d'en manquer. Et donc, vous voyez, il y a SOS Baleine, par exemple. Bon, c'est SOS Baleine, ça veut dire on veut sauver les baleines. SOS Racisme veut sauver le racisme, vous voyez. Et donc, en fait, c'est pas facile pour eux, parce qu'il faut en trouver tous les jours des racistes, vous voyez. Et ils font beaucoup d'efforts. Ils font beaucoup d'efforts, mais ils sont... voilà. Et comme les Français sont pas racistes, alors c'est de plus en plus compliqué. Mais cette volonté de culpabiliser la France, de la rendre suspecte à elle-même, eh bien, se conclut de la manière suivante: apprendre l'histoire de France, c'est apprendre à haïr. Vous vous rendez compte? Donc ça, c'est la première chose à changer. Et c'est là qu'il faut relever la tête tous ensemble et dire ça suffit maintenant. On va essayer de revenir encore dans le livre, parce que ce qui est caractéristique, et vous le disiez, ça a été un des moments importants de l'émission, c'est qu'il y a des chapitres qui sont aussi importants que les autres, mais que les journalistes n'arrivent pas à aborder. Donc il y a des chapitres cachés, pourrait-on dire, des chapitres dont on ne veut pas parler. Alors il y en a un en particulier dont on ne parlera jamais, je pense, c'est celui que vous appelez le crack de la transcendance. Alors moi il m'a beaucoup plu, je vous l'ai dit d'ailleurs, c'est sûr qu'il peut pas forcément toucher tout le monde, mais il est quand même, il est important. Vous voulez en dire un mot de ce crack de la transcendance? Parce que là, comme ça, c'est compliqué pour les gens. Il faut lire des passages. Si vous avez des passages. Ah bah oui, on peut dire, rien que le début. Le début, c'est une poésie. Hein. J'avais grandi au rythme de la messe des anges et du credo grégorien. Je suivais les enfants de chœur du reposoir avec leurs paniers débordants de pétales de rose. Je tenais une petite bannière de Sainte-Thérèse au milieu de la procession des rogations qui implorait la clémence du ciel après les semailles pour une juste récolte. Les surplis rouges et blancs tenaient les cordons du dais qui abritaient l'ostensoir à paillettes dorées. C'était beau. En ce temps-là, la dévotion populaire était le terreau de la liturgie. On priait avec des gestes, avec son corps. On tombait à genoux, on joignait les mains pour supplier, on frissonnait en chantant le Laude au Sion, immémorial, etc. Voilà, c'est une poésie. Et puis après, évidemment, on peut pas tout lire, mais après, c'est épouvantable ce qui se passe. Oui. Et là, vous l'avez vécu, vous avez vécu cette rupture. Alors j'ai vécu cette rupture à la fois comme enfant, c'est-à-dire je suis passé du beau à la laideur affichée, proclamée. Vous savez, tout à coup, on chantait Lauda Sion, Lauda Jérusalem, etc. Et puis d'un seul coup, on m'a fait chanter si tu en as envie, comme Jésus-Christ lui-même, tu peux faire de ta vie un je t'aime. Voilà, donc c'était la religion de l'amour, le machin. Bon, et bâton de guimauve. Et alors après, j'ai vécu cette rupture comme président du Conseil général de la Vendée. J'ai eu la chance de rencontrer avec le sénateur Bernard Sellier, longtemps, 2 heures, le cardinal Ratzinger à Rome. Et il m'a dit, c'est un drame ce que nous vivons, et il a eu ce mot, la désintégration de la liturgie. Voilà. Ça m'a beaucoup frappé, ça m'a beaucoup marqué. Alors j'ai vécu des événements que je raconte dans le livre, enfin, il y en a plusieurs qui m'ont vraiment traumatisé. Le premier, c'est quand je suis arrivé à la tête du Conseil général et je voulais sauver le séminaire de Luçon, qui avait été fermé en 1971. Le drapeau noir avait flotté sur le grand séminaire de Luçon. Le séminaire de Luçon qui avait été dessiné par l'architecte du Prytanée de la Flèche. Donc c'était un bel endroit. Très bel endroit. Et là, l'évêque
Monseigneur Paty me dit désolé, mais il l'avait vendu à Carrefour, je crois, une grande surface. Ouais. Et donc, avec le maire qui était franc-maçon, le maire de Luçon, Jean de Mouzon, oui, qui était un ami, qui était un pied noir, que j'aimais beaucoup. Et il dit, moi je suis franc-maçon, mais quand même je comprends que ça te touche et c'est quand même, ça fait partie du patrimoine vendéen. Alors on a sauvé le séminaire ensemble. Donc voilà. Et alors après on a eu un nouvel évêque qui s'appelait Monseigneur Garnier. Et lui, il avait entrepris d'empêcher le pape Jean-Paul II de rencontrer la population vendéenne quand il est venu à Saint-Laurent-sur-Sèvre, parce qu'il avait une dévotion particulière pour le père de Montfort. En 96. Ouais. Et alors, donc, je suis allé le voir pour lui dire, je vous en supplie, laissez la population vendéenne aller voir le pape. Et il m'a dit, pas question, c'est une visite privée. Alors, j'ai demandé au Vatican s'il y avait une vie privée pour les papes. Alors, peut-être que ça existe maintenant, mais à l'époque, il n'y avait pas de vie privée. Bon. Et après, alors, on a eu un autre évêque, vraiment très gentil, il voulait en faire plaisir à tout le monde. Monseigneur Sentier, il est toujours en fonction. Et un jour, il a fait un synode. Vous voyez, les synodes... Synode prière. La Vendée est toujours en avance, oui. Il a fait un synode. Et alors, à la fin du synode, il s'est mis à genoux, il a dit pardon pour l'emprise de l'Église sur la Vendée depuis si longtemps. Et donc, dedans, il a fait repentance, y compris sur la gare de Vendée. Donc là... Voilà. Et donc, j'étais désespéré, voilà. Donc, heureusement, les choses ont bien changé, là comme ailleurs, parce que les nouvelles générations de prêtres, sont des générations de dissidents. C'est extraordinaire de voir, sous l'influence de Jean-Paul II et de Benoît XVI, le retour à des choses fondamentales, les retrouvailles avec un semblant de liturgie. Ce chapitre est important, il n'est pas très long, mais il est important. Il fait comprendre beaucoup de choses. Et puis c'est dans ce chapitre à la fin que vous évoquez un des penseurs des frères musulmans qu'on évoquait tout à l'heure, dans cette phrase, l'islam ne peut que gagner parce que la modernité est intrinsèquement incapable d'étancher la soif de spiritualité de l'homme. Alors là... Oui, l'enjeu est là. Hein. Voilà, l'enjeu est là. C'est évident que quand par exemple Monseigneur Dubost a déclaré c'est bien de transformer les églises en mosquées, oui. Je sais pas si c'est ce que c'est qu'une mosquée, mais je crois que c'est pas très raisonnable de la part d'un évêque. Mais c'est à la mode, quoi. Donc voilà. C'est à la mode. Alors, parmi les chapitres justement ignorés, les chapitres sombres dont on ne peut pas parler, il y a celui que vous intitulez le chassé-croisé démographique, et ça permet de reparler de Giscard que vous avez, parce que le septennat de Giscard a été très important. Alors, le septennat de Giscard, c'est l'accomplissement de mai 68. C'est un fils de mai 68. Alors, j'ai très bien connu Giscard, puisque il m'a choisi comme sous-préfet de Vendôme. Et donc, j'étais souvent invité à Auton, propriété de la famille Brandt. Et donc, il me faisait des confidences, Giscard. Parce que comme j'étais jeune, il pensait que j'avais l'esprit du jeunisme. Et lui, il voulait rajeunir la France. Il disait, je vais faire passer la France à la post-modernité. Et il a eu ce mot un jour, il faut sortir la France de l'histoire pour la sortir du tragique. Extraordinaire. Et alors, Giscard m'a raconté la conversation qu'il a eue avec Jean Monnet. La dernière conversation, et Jean Monnet lui dit, la main sur la poignée de la porte, « Vous avez tout compris, Giscard. » « Quoi ? Vous avez compris l'essentiel. » « C'est quoi l'essentiel ? Vous avez compris que la France ne pourrait plus jamais y arriver toute seule. » Et Giscard, en fait, pour être moderne, a voulu faire l'immigration de masse, puis l'avortement de masse. L'immigration de masse, Marcelin m'a raconté comment ça s'est passé. Les patrons français sont allés le voir et lui ont dit « On peut plus y arriver, il faut une main-d'œuvre à bas coût. » Et il a dit « D'accord, vous allez avoir une main-d'œuvre à bas coût. » Et il a fait le regroupement familial pour permettre à la manœuvre à bas coût de rester en France et donc pour pouvoir peser sur les salaires.
Voilà. Et donc, c'est pas reluisant pour le patronat français, mon livre. Parce que, et là, je me souviens de François Sérac, le président du CNPF, qui m'a dit c'est horrible ce qui s'est passé. C'est horrible. Parce que lui, c'était un capétien, Sérac. C'était quelqu'un qui ne pouvait pas accepter la dissociation du capital et du travail. Donc, je lui rends hommage au passage parce que c'était un grand patron. Mais, tous ces petits patrons qui ont voulu la migration de remplacement pour pouvoir délocaliser à domicile en quelque sorte, ça a commencé avec Giscard. Et puis alors, il y a eu la fameuse gerbe blanche envoyée par Giscard et Chirac à Simone Veil, la loi sur l'avortement. Et la leçon à tirer de cette loi sur l'avortement, elle est intéressante en ce moment, au moment où on parle beaucoup du mariage indissoluble. Quand vous touchez un principe, quand vous l'écornez, il est mort. Donc là, on a dit, la vie est sacrée, premier article, et deuxième article, dans des cas exceptionnels, en cas de détresse. Et là, vous voyez ce qu'il en est aujourd'hui. Puisqu'on arrive maintenant, je ne sais pas si les gens le savent, il y a des quotas d'avortement par établissement. C'est-à-dire pour 4 naissances, un avortement. Obligatoire. Alors, il faut les trouver. Hein. Voilà. Donc, et vous faites le lien, donc, alors, avortement de masse. Alors, je fais le lien entre avortement de masse et migration de masse. Et les chiffres sont à peu près les mêmes. Et d'ailleurs, les ordres de grandeur sont les mêmes. Et ils nous expliquent, en fait, Hollande et Merkel. Ils nous le disent, oui. On a un manque démographique à combler. Donc, on va chercher donc dans l'invasion migratoire, celles et ceux qui vont pouvoir combler ce manque. Donc, 200 000 par an. Ça colle. Ça fait 10 millions d'enfants en 40 ans. tués. En 40 ans. Voilà. Et ça fait donc l'immigration de masse qui a permis de résoudre certains problèmes. Voilà. Et il y a 40 ans, dans les entreprises, les chauds nus, les foyers, les fourastiers, le jeune le disaient, mais c'était comme vous, ils avaient tort d'avoir raison trop tôt. D'ailleurs, à propos de Le Jeune, vous consacrez des pages à ce personnage que vous avez connu, et vous avez une belle phrase d'ailleurs pour parler de lui. Une phrase, comment vous dites déjà, rarement un homme n'a aussi bien compris son époque, et rarement une époque a si peu compris un homme. Toujours le sens de la formule. Et oui, mais c'est ça. C'est le professeur Lejeune qui m'inspire. Ah oui. Et donc, ça fait partie des portraits flatteurs. Ils sont pas nombreux, mais incontestablement, il y a un portrait pivot qui est celui de Solzhenitsyn. Enfin, c'est un peu le cœur c'est le cœur du livre. Oui. Et puis, c'est vrai, il y a ce portrait très important de Jean Lejeune à la fin. Oui, il y a aussi quand même Marie-France Garot. Oui. Sur l'Europe, c'est quand même elle qui a pesé. Voilà. Mais vous dites que les deux hommes qui vous ont le plus marqué sont Solzhenitsyn et le professeur Lejeune. Et le professeur Lejeune. Alors, le professeur Lejeune, on s'arrête un instant là-dessus. Donc, moi, je l'ai connu parce qu'un jour, il est venu au Puy du Fou avec ses 2 filles, Clara et Karine, qui étaient en admiration devant leur père, et il y avait un climat fusionnel avec le Puy du Fou. Il découvre le Puy du Fou, il dit c'est formidable, etc. On parle longuement et on se revoit à Paris. Et de temps en temps, j'allais le voir. Il fallait franchir la barrière de son secrétariat parce qu'en fait, il était tout à ses enfants, qui étaient sur ses genoux et qui étaient la priorité des priorités. Moi, j'attendais. Et puis, il était débordant de tendresse pour eux. Et alors, il y avait les cariotypes, je me souviens. Bon. Et puis, il me parlait. Et quelques jours avant sa mort, un de ses derniers mots a été pour me dire « Philippe, ne lâchez jamais sur la vie. C'est la question qui commande toutes les autres. Ne lâchez jamais sur la vie, c'est la question qui commande toutes les autres. » C'était prophétique. En fait, le professeur Lejeune n'a pas fait que se battre contre l'avortement. Il n'a pas fait que devenir membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Il n'a pas fait que rester dans l'histoire comme l'inventeur de la trisomie 21. De la trisomie 21. Il n'a pas fait que décomplexer les familles qui croyaient qu'en réalité c'était une dégénérescence. Quand il a changé le mot. Parce que c'était avant lui, c'était des Mongoliens. Voilà. Trisomique, c'est pas mongolien.
C'est pas pareil. Quand j'étais petit, on disait mongolien. Voilà, on regardait les Mongoliens comme des anormaux. Avec lui, trisomique. Il les a réhabilités. Il a lutté contre le racisme chromosomique. Il n'a pas fait que ça. Il a aussi prédit ce qu'allait se passer. En fait, il a prédit la marchandisation du vivant. La gestation pour autrui, la PMA, la location de ventre, le corps vénal, et, plus fort que ça, le transhumanisme. Auquel vous consacrez d'ailleurs aussi un chapitre. Oui, auquel je consacre un chapitre, qui est une question absolument majeure. C'est-à-dire que quand je suis allé, je raconte dans mon livre l'anecdote suivante. Je vais chercher, avec mon nœud papillon, à Hollywood, le prix du plus beau parc du monde, remis par les Américains, l'Oscar des Oscars, le T Classic Award. On est là, toute l'équipe, à Hollywood. Le lendemain, je reçois un coup de téléphone des ingénieurs de l'université, etc., la Silicon Valley. On me dit, venez, on voudrait vous accueillir. Parce que vous êtes à la pointe de certaines technologies. Le Puy du Fou, on voudrait voir avec vous si on peut pas faire des échanges technologiques. Et je me retrouve avec l'adjoint du patron de la Silicon Valley qui s'occupe du transhumanisme. Et là, on commence une conversation hallucinante, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il me dit, on va tuer la mort. Comment vous allez tuer la mort? Oui, on va fabriquer des hommes éternels. Comment vous allez fabriquer des hommes éternels? Eh bien, on va, avec des nanorobots et un commerce d'organes, permettre à l'homme de se régénérer pendant 100 ans, 200 ans, 300 ans, et puis jusqu'à l'éternité. L'homme immortel. Et à ce moment-là, je lui dis, mais vous pouvez pas toucher à l'homme comme ça. C'est une question de vision anthropologique. Et il me regarde en riant et en disant, et les tyrannosaures alors? C'est quoi? Je dis, mais quoi? Pourquoi vous me dites ça? Il dit, bah, c'est une espèce ratée. Elle n'a pas survécu. Mais l'homme tel qu'il est, il peut pas survivre. Et donc, je dis, alors en somme, vous allez reprendre l'espèce ratée pour en faire une espèce réussie. Il me dit, c'est ça. C'est ça. C'est l'homme augmenté. Et Jean-Marie Le Menet, j'attire votre attention sur une question que personne n'a posée. En partant, je me suis dit, c'est horrible, ils vont changer l'homme. Ils vont faire un homme immortel. La Silicon Valley, comme par hasard, les Américains. L'oubris des Grecs, vous voyez. Monstrueux. Et la question que je me suis posée, c'est, mais alors, pour être immortel, il faudra avoir beaucoup d'argent. Ils m'ont dit oui. Il faudra avoir beaucoup d'argent. Et ceux qui n'auront pas beaucoup d'argent, ben, ils seront mortels. D'accord. Donc, il y aura les immortels, les mortels. On retrouve une lutte de classe. Il y aura deux catégories d'hommes, les mortels et les immortels. Et alors, les mortels, comment ils pourront durer un peu plus longtemps? Eh ben, en vendant leurs organes. Et il me dit, mais déjà, il y a un projet en Inde, etc. J'ai vérifié, il existe. En Inde, il y a une clinique de mères porteuses. Il y en a aussi aux États-Unis. C'est beaucoup plus cher aux États-Unis. Et d'ailleurs, on a des bébés aux États-Unis qui sont d'un niveau génétique, etc. On peut avoir des blonds yeux bleus, etc. Beaucoup plus précis. En Inde, c'est bon. Pour 10 000 euros en Inde et 9 000 et 90 000 aux États-Unis. Mais ça y est. C'est-à-dire, vous commandez votre bébé. Oui. Et alors, il me dit, ah ben, il y aura les poumons en Afrique parce que, voilà. Il respire, voilà, capacité thoracique, etc. Il va comme ça, hein, le gars. Hein. Bon, il y aura les foies en Asie. Pourquoi en Asie, j'en sais rien, etc. Et donc, il y aura une espèce de répartition des rôles à l'échelle de l'humanité. Il y a quelqu'un qui a dit, ce sera le neurogoulag. Voilà. Et j'étais étonné de ne pas trouver d'ailleurs de référence dans l'encyclique du pape sur le réchauffement climatique. Sur le transhumanisme. Oui, sur le transhumanisme. Oui, c'est dommage. Mais c'est parce que c'est sans doute une question trop actuelle et le pape a sans doute préféré s'intéresser au réchauffement climatique sous l'angle du refroidissement des âmes. Sans doute, sans doute. Mais d'ailleurs, vous êtes assez proche du pape François, parce que le pape François a dit dans son encyclique, tout est lié. Et en fait, la caractéristique du livre, c'est que vous montrez que tout est lié.
Non, mais je veux dire, quand vous rappelez la question de tout ce discours sur le que vous venez de citer sur les greffes les prélèvements d'organes, c'est d'une actualité brûlante. Vous parlez de ça en Chine, en Inde, etc. Mais le Parlement français est en train de voter et d'élargir les conditions du prélèvement d'organes sur des organismes dont on aura arrêté volontairement la vie à un moment donné, c'est-à-dire qu'on va euthanasier les gens en disant écoutez, on va faire ça à 10h, non pas à 10h, à 10h moins 5, et on prélève le cœur à 10h02. Donc ça, c'est en train d'être voté exactement au même moment où la loi Leonetti arrive à maturité. On va voter déjà des dispositions qui émargent très clairement à l'euthanasie. Donc déjà dans notre pays, ça arrive, et le transhumanisme arrive par cette voie-là. Et je pense que c'est très bien de votre part d'avoir rappelé ça et d'avoir, encore une fois, c'est vrai, lié cela aussi au libéralisme, parce que tout ça nous vient aussi d'Amérique, et qu'en pièces détachées, on vaut plus cher qu'entier. En fait, l'homme a plus de valeur en petits bouts, en kit, que sur pied, et droit dans ses bottes. Exactement. Alors, il rapporte plus. Et aujourd'hui, on est en direct là. Direct. On peut saluer la famille Lambert. Exactement. On peut saluer Viviane Lambert. Que vous avez rencontré. Que j'ai rencontré dimanche. Vous connaissez. Voilà. À Noisy-le-Roi. Voilà. Et je suis tombé sur une dame. Alors là, je voudrais vraiment parler aux auditeurs. J'espère qu'ils sont nombreux à nous écouter. Ils sont très nombreux. Alors écoutez, voilà. Donc j'ai vu Madame Lambert. Moi, je connaissais pas du tout toute cette affaire. Je la regardais de loin. On en avait parlé ensemble avec vous, Jean-Marie Lemennet. Mais là, j'ai eu le regard d'une mère et la parole d'une mère qui m'a dit: mon fils n'est pas comateux, mon fils n'est pas, il est vivant, il réagit, il ne souffre pas. Je ne peux pas accepter qu'il meure. Il y avait chez cette femme, dans le sourire, dans l'altitude du regard, quelque chose de puissant dans la souffrance et d'infiniment subtil et oblatif. Elle offrait sa souffrance. Et je me suis dit, j'oublierai pas ce moment, cet échange de regard. Voilà. Donc on peut pas tuer ce garçon. C'est ce que vous avez dit ce matin à la télévision. Voilà. Et vous l'avez dit quelques heures avant une décision de justice qui était favorable, en l'occurrence, à Vincent Lambert, puisque son demi-neveu avait cru opportun de demander la mort de son oncle, et le tribunal administratif, plein de bon sens, a déclaré qu'évidemment, il ne serait pas répondu favorablement à cette requête. Donc c'était une bonne nouvelle pour la famille de Vincent Lambert, pour ses parents, pour Viviane Lambert, pour Pierre Lambert, qu'on salue, qui vont écouter l'émission, car ils savent qu'elle passe ce soir. Ils vont l'écouter, ils habitent à Reims. Ils vont voir Vincent tous les jours. Et cette nouvelle, vous l'aviez en quelque sorte annoncée en disant qu'on ne peut pas tuer. Mais je savais pas à ce moment-là. Mais vous m'avez envoyé un SMS ensuite. Voilà. Oui, voilà. Et j'ai dit ce matin, en citant de mémoire, je ne sais pas si c'est le professeur Lejeune ou vous-même d'ailleurs, parce que je vous lis si souvent que parfois je m'approprie vos formules. Nous assistons en ce moment à la déshumanisation progressive du monde par l'effacement planifié du visage de l'homme. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Et alors, c'est intéressant, Jean-Marie Lemennet, c'est intéressant de voir quelque chose de nouveau. C'est que au moment où les juristes rapprochent le statut de l'embryon, le statut de l'animal, en transformant l'embryon en un objet, et petit à petit, à partir de ce qu'ils appellent la sensibilité de l'animal en a un sujet de droit, et on est dans une espèce de chassé-croisé, là encore. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que, à force de vouloir protéger la nature et pratiquer le principe de précaution, il y a quand même une gêne à l'idée que dans cette écologie intégrale, on puisse réserver aux embryons un statut à part. Parce que quelqu'un qui tue un phoque, aujourd'hui, ça va mal pour son matricule. Ah oui, il peut aller en prison. Ou même une vipère. Ah oui. Un œuf de vipère. Oui, je me souviens des agriculteurs qui avaient jeté des ragondins au-dessus de la grille de la préfecture de Rennes. Ils ont été en tôle. Ah bah oui. Les ragondins quand même. Quand même. Bon, un petit ragondin, c'est tellement mignon. Ouais. Voilà. Mais pour les embryons, il n'y a pas de problème. Non. Ouais, mais à mon avis, les problèmes vont naître. Parce qu'il y a un moment donné,
les jeunes qui nous écoutent, ils vont dire c'est pas possible ça. Qu'est-ce que c'est que cette société? C'est-à-dire, on peut pas traiter l'homme à part, le petit homme à part. Au moins qu'on le traite comme un petit phoque. C'est tout ce qu'on demande, c'est déjà pas mal. Ouais. Et qu'on lui garde son statut de sujet. Oui. Mais qu'on puisse se servir d'un embryon, travailler dessus, le découper. Il y a une infirmière qui a dit aux États-Unis, on me demandait chaque matin de découper au ciseau un cerveau tout frais. Vous vous rendez compte? Et on ferait pas ça sur des grenouilles. Ah non. Voilà. Et donc, voilà. Et si je peux, en disant tout ça, libérer la parole des jeunes qui ont peur. Parce qu'aujourd'hui, les évêques qui disent ça, ils se comptent sur les doigts d'une main. Et on nous explique au Vatican qu'il faut aller vers la miséricorde. Donc, mais il faut rappeler les principes. Et le premier de tous les principes, c'est la vie. La vie, les attachements vitaux. La vie et les racines. C'est à ça qu'on s'attaque. Et on ne peut pas continuer à s'attaquer à ça. Et honneur au professeur Jérôme Lejeune. Parce que il avait tout dit, il avait tout vu. Et je lui rends cet hommage en cet instant, parce qu'il nous écoute. Et il doit être désespéré par moments, même s'il nous écoute d'un endroit où il n'y a que l'espérance. Mais voilà, le combat n'est pas fini, il commence. Mais on en a souvent parlé ensemble, et je vous l'ai déjà dit, il avait été particulièrement sensible à ces coups de téléphone que vous lui aviez donnés au moment où il était très malade. Et il avait dit, c'est le seul homme politique qui m'ait appelé, c'était pas le seul ami, mais c'était le seul homme politique qui l'avait appelé, et c'est à ce moment-là que vous avez eu cet échange intense, court, mais qui était quelques semaines avant sa mort. Vous l'avez bien... Petite parenthèse. Ouais. Quand il dit « la vie commande tout », j'ai souvent réfléchi à ça en disant qu'est-ce qu'il a voulu dire. Mais par exemple, vous prenez les mots, l'étymologie. Aujourd'hui, tout le monde veut être frère, ok? Très bien. La fraternité cosmique, voilà. Mais pour être frère, il faut un père et une mère. Et prenez les mots patrie. Patrie, ça veut dire terre des pères. La patrie renvoie à la paternité. La nation, naissance, naître, renvoie à la maternité. Et donc, quand on se débarrasse de la patrie et de la nation pour faire une espèce de magma en fusion qui s'appelle l'Europe, sans contenu ni frontières, et demain le monde, il n'y a plus de fraternité possible, puisqu'il n'y a plus ni père ni mère. Et donc, en fait, on s'aperçoit que la famille, d'où le mariage indissoluble, enfin, dans mon esprit, parce que si on touche au mariage, c'est fini, il n'y a plus de mariage. On touche à un principe, il est mort. La famille fonde la famille des familles. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec la définition de Renan. Enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'une famille? C'est un héritage. Je suis le débiteur de ce que j'ai reçu. Je ne suis qu'un débiteur éphémère. Mais c'est pareil pour la nation. Une nation, c'est un héritage. C'est pas une volonté au sens rousseauiste, un plébiscite de tous les jours. Non, c'est un héritage. Je ne suis rien. Je reçois la cathédrale de Chartres et le château de Versailles. Voilà. Et après, je le transmets. Voilà. Mais la définition de la nation, famille de famille, c'est pas de Renan, effectivement. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, la nation est le chemin du monde. La nation n'est pas un obstacle à la fraternité cosmique. Voilà. Et je dis ça parce que beaucoup de chrétiens, au nom de la générosité universelle, pensent qu'il faut accueillir les migrants du monde entier et faire disparaître la France. C'est pas grave, parce qu'on est tous frères, etc. Mais non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Et je vais vous expliquer pourquoi, à ceux qui seraient choqués par mon propos. Parce que il y a quelque chose qui était important pour le Christ lui-même. C'était les racines, l'enracinement. Et le christianisme n'a jamais considéré le déracinement comme un bienfait. Le christianisme est fondé sur l'enracinement. Et donc, la pire des choses, c'est de déporter des peuples. Israël en sait quelque chose. Le peuple hébreu en sait quelque chose. On ne déporte pas les peuples. Et dire aujourd'hui, il faut accueillir des migrants dans toutes les paroisses, c'est accepter la grande déportation. Ce ne sont pas des individus qui s'en vont, ce sont des peuples. Non, ce qu'il faut faire, c'est les aider à rester chez eux.
C'est ce qu'ils veulent. Les chrétiens d'Orient, ils veulent pas venir chez nous. Ils veulent rester là-bas. Et vous savez pourquoi ils veulent rester là-bas? Parce que c'est leur pays. Parce que ça fait 2000 ans qu'ils sont là-bas. Bien avant l'islam. C'est les premiers chrétiens. Donc ils n'ont pas envie de quitter leur pays. Pourquoi on veut les attirer chez nous? Sous prétexte qu'ils sont ingénieurs et informaticiens et qu'ils intéressent Madame Merkel. C'est un scandale, c'est un crime. Cette grande déportation, elle est criminelle. Et tous ceux qui contribuent, au nom d'une générosité d'apparence, à provoquer cette invasion migratoire, sont des irresponsables. Alors Philippe Duvillier, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Cette indignation dont vous faites part, est-ce que vous ressentez que c'est l'indignation de vos descendants, de nos descendants? Est-ce qu'on est capable de transmettre cette indignation? Est-ce qu'on n'a pas le sentiment quelquefois que cette indignation, elle ne s'imprime pas parce qu'il y a un autre logiciel dans la tête des plus jeunes? Oui, mais je pense que les plus jeunes, quand ils vont être au contact des islamistes chez nous, vous savez, il y a le juge Trévidic. Je lui disais ça en venant tout à l'heure. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, la guerre, elle n'est pas commencée. Elle va commencer bientôt. La guerre chez nous. Donc aujourd'hui, c'est mon dernier message. Ce que je dis dans mon livre, un chapitre s'appelle la Taqia. Je peux développer? Oui, 1 minute. 1 minute. Lisez le chapitre sur Hassan II, il m'a tout dit, il m'a dit, vous ferez jamais des Français avec des Marocains, je suis désolé, je suis les meilleurs des croyants, je veux pas qu'ils deviennent Français. Il dit, vous connaissez pas l'islam, la charia, le djihad, etc. J'ai connu Tariq Ramadan, j'ai débattu avec lui, et la Taqia, retenez bien ça, la Taqia, c'est le devoir des musulmans de se dissimuler quand ils sont minoritaires. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et donc, il n'y a pas d'islam modéré. Ça n'existe pas. Le terreau de l'islamisme, c'est l'islam. Il ne faut pas que la France devienne une société multiculturelle. Il ne faut pas que la France soit submergée de l'extérieur et effondrée de l'intérieur. Alors il va falloir se battre. Cette guerre, on va la mener. C'est une guerre d'intimidation chez nous et d'élimination en Orient. Vous pensez, Jean-Marie Le Mennet, que chez nous, la christianophobie est une opinion recommandable, alors que l'islamophobie est un délit? Il faut que des jeunes soient prêts à aller en prison pour dire non, la France ne sera jamais la fille aînée de l'islam. Il y a beaucoup d'auditeurs qui ont envoyé plein de messages. Finalement, ils vous demandent, est-ce que vous aurez le courage de vous battre jusqu'au bout? La réponse? Et la réponse est oui, évidemment. Évidemment. Il n'y a qu'une seule politique, la politique sacrificielle.